correctement. Qui c'est qui est en... T'es en qualif, toi, c'est ça? Ouais, Jordi. Ok. Je connais le stress que ça peut être pour vous. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans 13h15 avec une nouvelle année de portraits. Et commençons aujourd'hui par celui d'une femme à la trajectoire hors norme. Femme et militaire aujourd'hui, colonel. Elle a d'abord été une des premières femmes pilotes de chasse à bord d'un Mirage F1. Anne-Laure Michel cumule 2500 heures de vol, 150 missions de guerre au Tchad ou encore en Afghanistan. Elle a ensuite enchaîné plusieurs postes stratégiques avant de prendre les commandes de la base d'Istres, plateforme majeure de l'armée de l'air qui a exceptionnellement accueilli nos caméras dans ce contexte actuel de conflit au cœur de l'Europe. Document signé Pierre Millet-Bellando, Jean-Baptiste Jacquet avec Vincent Martin. L'objectif ce matin, ce sont ces cibles. À plus de 800 km/h et à peine 80 mètres d'altitude, parvenir à les toucher relève de l'exploit. Anne-Laure rentre à la base. Est-ce que c'est plus fatigant pour une femme ou pour un homme? Ça change quelque chose, non? Je suis pas un homme, j'en ai jamais été un, donc je saurais pas dire. En revanche, au niveau endurance, je pense pas qu'on ait plus de problèmes. En tout cas, ça nous arrive rarement de dire on est fatigué donc on annule un vol. Je dis nous, les filles, parce qu'on est deux dans l'escadron. Pas plus que pour un homme, je pense. Anne-Laure sait que cet entraînement n'a rien d'une fiction. Fais tes bagages, tu dis au revoir à tes proches, tu vas à Paris, tu prends l'avion avec les autres pilotes et tu arrives à N'Djamena, donc le 13. D'accord. Miguel, vous pouvez disposer. Voilà, le matin, comme ça, tout le monde arrive à peu près à la même heure sur une base de 5000 personnes. Et puis ce matin, c'est le jour de la cérémonie des couleurs. Et donc, il y a un petit peu plus de monde que d'habitude. Vous auriez dit il y a 20 ans, vous seriez la colonelle de la base d'Istres? Ah non, très honnêtement, non, pas du tout. Il y a 20 ans, je me disais, je vais essayer de réussir à ma formation de pilote de chasse. Et puis de faire des missions. Et puis je voyais honnêtement pas plus loin. Après, au fur et à mesure, on grandit, on acquiert de l'expérience. Et puis on se dit, bah, pourquoi pas moi? C'est un peu une suite logique dans une carrière, hein, finalement. Voilà. Bonjour. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Commander une escadrille, commander un escadron et commander une base aérienne. C'est une belle continuité. Non, mais je suis très, très heureuse, assez fière de ça, qu'on m'ait confié ce commandement. Ouais, je suis contente. Hop, voilà, ça. Bon, historiquement, il n'y a eu que des colonels masculins jusqu'à maintenant sur cette base aérienne. Donc, j'ai gardé le petit symbole en bois historique qui est là depuis au moins 40 ans. Du coup, au final, vous préférez Madame le Colonel, c'est ça? Oui, j'avoue que je suis attachée à cette appellation.
On voit que tout le monde, parlant d'une femme, dit là, ça c'est vrai. Mais ça, moi j'avoue que ça me gêne un petit peu. Je préfère qu'on me dise le colonel commandant la base aérienne, colonel Anne-Laure Michel. À l'ancienne. Alors, dernier petit coup de nettoyage sur la veste. Hop. Tac. Les gants. Reposez. En. Repos. Le drapeau sans sa garde. Caporal-chef, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la Défense nationale, échelon argent. Félicitations. Merci. Belle médaille. Fermez le banc. Les MRTT, Multirole Transport Tanker, c'est l'avion qui permet à la fois de ravitailler les avions de chasse s'il devait se produire un jour un raid nucléaire. C'est aussi un relais de transmission. Donc c'est le fleuron de notre base aérienne quand même. On en a 9 aujourd'hui. Dans quelques mois, on aura 12 avions. C'est l'équivalent d'une compagnie militaire sur la base. Je mesure chaque jour la charge qui est sur mes épaules et puis les attendus des aviatrices et des aviateurs qui sont sur la base parce qu'on a besoin de son commandant de base. Donc c'est quelque chose que j'appréhende avec humilité mais aussi avec un grand enthousiasme et avec détermination. Je trouve qu'il a une super belle ligne, le MRTT. Et du coup, quand j'en vois 7 sur le parking comme ça, je me dis qu'on a quasiment toute notre flotte qui est là. C'est une belle base avec une belle flotte opérationnelle. Bonjour. 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 Il y en a un équipage, ça va? Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on est dans un avion 88 places, hein, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est comme un avion ligne. Alors, d'apparence extérieure, oui. Et une grosse différence, c'est que c'est un avion qui fait du ravitaillement en vol de nos avions de chasse. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ça, les avions de ligne, ils font pas. Eh bien, le sol, est-ce que c'est clair pour la mise en route du réacteur 1? Prêt pour la mise en route du moteur 1 à bord dégagé. Qui c'est qui est t'es en qualif, toi, c'est ça? Moi, je suis en instruction. Aujourd'hui. En instruction. Donc, il y a aussi un instructeur. L'instructeur qui est juste là, oui. Ok, donc on vous laisse faire ce que vous avez à faire, hein, bien sûr. Je connais le stress que ça peut être pour vous, donc je compatis. Merci. Voilà, allez, concentration. Tecofuel 57.3, Tecofuel 188.4, 32.0. 37.0 le Trifuel, landing weight 151.4. C'est bon, ok, c'est bon pour vous, tout le monde est prêt? Ready. Ah bah c'est ready. Non, pas encore.
suis le capitaine Axel, j'ai 34 ans. Ça fait 15 ans que je suis rentré dans l'armée de l'air. Et je suis pilote de chasse. Je pilote des Rafales. J'ai été déployé sur l'ensemble des sites où le Rafale est intervenu, dans le cadre de l'opération Barkhane au niveau du Sahel, également au Moyen-Orient, sur la base aérienne au Levant ou aux Émirats arabes unis, dans le cadre de l'opération Chamal. Quand il fait moins 2 degrés dehors, bah, il faut pas moins. Il faut pas moins. Ouais. Et alors attends, c'était dans quel cadre? Pourquoi il y avait ça? Annuellement, apparemment, ils font ça. Là. Ah ouais? Axel, est-ce que vous pouvez me présenter tout le monde par son surnom de pilote ici? Du coup, il y a Sveta, qui est un jeune pilote opérationnel de chez nous. Gedz à côté, qui est plus confirmé, qui est chef de patrouille. Dubs, qui est adjoint au chef des opérations. Lika, qui est sous-chef de patrouille bientôt. Et Fly, qui est jeune pilote opérationnel et qui fait la mission avec cet après-midi avec moi. Vous, c'est quoi Axel, du coup? Alors, on va couper cette partie. Non, mais parce qu'en fait, j'utilise pas mon surnom, donc... Top Gun, ça a un vrai lien avec votre métier ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie inspiration? Bah, on est tous de la génération où on a vu le premier Top Gun, en tout cas, on a grandi avec. C'est forcément une référence commune qu'on a tous. Après, la réalité est pas... C'est un peu différente de la fiction quand même, mais c'est vrai qu'il y a des bases qui sont réalistes et qui nous ont tous fait adhérer à cette idée de vie et cette philosophie de vie, quoi. Je me souviens pas exactement de la date de sortie du premier Top Gun, mais je pense que c'est 86, donc j'étais même pas né. Donc, on a tous regardé Top Gun quand on avait 5-6 ans, et c'est forcément une des premières choses qui nous a attiré vers l'aviation de chasse. Axel, comme tu sais, nous on suit la colonelle Michel, donc une des premières femmes pilotes de chasse. Tu trouves qu'aujourd'hui c'est complètement ouvert ou qu'il y a encore un côté mec aussi qui pilote? Je trouve que c'est tout à fait ouvert. Et je pense que les gens, les militaires, ils sont complètement ouverts. D'ailleurs, je crois que l'armée de l'air, on a une armée qui est quand même pas mal féminisée. Je pense qu'on est de l'ordre de 25%, peut-être un peu plus maintenant même. Il n'y a pas de question de genre en fait. C'est juste une question de compétence et pas de genre, je pense. Il y a assez peu de femmes parce que je pense aussi qu'il y a assez peu de femmes qui présentent les sélections tout simplement. C'est pas du tout des histoires de critères ou quoi que ce soit. C'est que je pense que de manière générale, elles sont peut-être moins attirées par le fait de venir dans un milieu qui est traditionnellement assez masculin, quoi. Voilà. On s'en fout un petit peu de savoir si c'est une femme, un blond, un brun à côté de nous. C'est juste un frère d'armes et en qui on a totalement confiance s'il a passé ses qualifications. C'est un vrai truc, ce côté frère d'armes d'ailleurs? Ah oui, c'est un peu notre ADN en fait. Quand on s'engage, on part pour faire la guerre ensemble. Donc forcément, oui, c'est des frères d'armes. On a tous passé des moments difficiles en aéronautique où on était très contents d'avoir un copain qui nous a sortis d'une situation un peu compliquée et qui nous a ramenés tranquillement chez nous. Je sais pas ce qu'il leur a dit. C'est agréable de voler sous la pluie ou là c'est vraiment problématique? Alors c'est pas problématique, c'est juste que ouais, en effet c'est à prendre en compte dans la
dans la gestion de la patrouille pour le retour de la mission et pour le départ, mais après, une fois qu'on est en l'air, qu'il fasse beau ou pas, pour nous, c'est assez transparent. C'est Top Gun sous la pluie? C'est ça. Ça vend moins de rêve, mais c'est quand même sympa parce qu'au moins, on a la possibilité d'aller voir le soleil au-dessus. Fuel Pred, 7 tonnes d'extra. Ça va bientôt ravitailler, c'est ça? Ils sont là. C'est le vert, hein? Ouais, c'est ça. Traffic. Là, on est à moins de 5 minutes du début du ravitaillement en vol du premier avion de chasse. Et ils sont en train de configurer l'avion pour que le ravitaillement en vol débute. Pour que dès que l'avion de chasse arrive, eh bien, il soit autorisé à se mettre derrière le tuyau, à avancer et à ravitailler. Et là, on entend à la radio que l'avion de chasse s'approche. À l'entrée. Contact à gauche. Allez, 2 avions en contact. Ouais, soit tout fort, il a pris combien? Le tout fort, il a pris 3 top 2. Et ça suit. Je suis contente d'être là aujourd'hui, comme ça je vois mes équipes, mais de loin, j'aimais bien être de l'autre côté. Ouais. Même si c'était du stress? Ouais, évidemment. Je pense que le job le plus difficile, il est quand même de l'autre côté de la perche, de ce côté-là. Parce que c'est le chasseur qui pilote sa position. C'est quand même une forte concentration. Et puis on a toujours quand même en tête que si ça se passe mal, dans le pire des cas, ça peut conduire même au crash de l'avion, à une éjection. Donc on en est toujours conscient de ça. C'est des moments de nervosité extrême. Alors nervosité, il faut pas. Moi, ce que m'avaient appris mes instructeurs et que j'ai toujours retenu, c'est dans ces moments-là où on a tendance à être effectivement un peu crispé, penser à remuer les orteils. Ça paraît tout bête, hein, mais le fait de se dire ça détend. Et il faut être détendu parce qu'il faut piloter de manière très souple, etc. À 2 mètres à gauche. 1 mètre. Et contact à gauche. 0,15, là, le 0,15 à peu près. Tac. Et corrige à gauche. L'avion ravitailleur, c'est lui qui permet, justement, si on devait un jour mener un raid nucléaire, d'assurer le ravitaillement de nos avions de combat et de les emmener proches de l'objectif. Et dans l'époque qu'on vit, c'est capital. À l'époque qu'on vit, on sait très bien aujourd'hui qu'avec ce qui se passe aux frontières de l'Europe, malheureusement, le terme de la dissuasion, il revient maintenant très régulièrement.
dans les bouches de tout le monde, dans les médias, dans les inquiétudes de nos concitoyens. Et le président de la République l'a redit il n'y a pas longtemps, il est important de savoir et de rappeler que la France fait partie des pays qui contribuent à cette dissuasion. Depuis le 24 février, c'est un sujet dont on entend parler et qui, je dirais, maintient à distance pour l'instant nos compétiteurs. Et on montre qu'on a des outils qui fonctionnent, qui tous les jours s'entraînent pour cette mission-là. Ouais, d'où l'importance de l'entraînement. Et d'un entraînement qui est visible, encore une fois. Toutes les missions qu'on fait là, on ne sait pas, mais on se doute que certains surveillent ce qu'on fait. Ils voient que nos avions ravitailleurs fonctionnent, qu'on en a de plus en plus et qui font des missions qui peuvent aller très loin. Charlie November 525, parlez. Il faut au nom de Charlie November 525 pour ici, USS, on est reçu 5 sur 5. 5 sur 5 également, merci. Hervé 11, Istresol, c'est noté, vous pouvez quitter la fréquence, merci. Charlie November 525, parlez. Avec mes parents, on a déménagé 18 fois, en France et même à l'étranger, jusqu'au Canada. Et puis après, j'ai pris le relais toute seule, puisque étant moi-même militaire, bon, j'ai déjà déménagé 10 fois dans ma carrière. Donc c'est une grande habitude de changer, de s'adapter partout, et puis toujours de voir le bon côté positif, ce qui fait que je connais quand même pas mal de coins de France, et puis un petit peu du monde aussi. Te voilà. Me voilà. Eh oui, ça va. Ça va. Le voyage s'est bien passé, même si sous la pluie. C'est parfait. Hein? Ouais. Et maman t'attend, bien sûr. Ah bah écoute. Après. Hop, ça. Voilà. Quand on fait les petits feuilletés, ça fait fête. Bon. J'amène le plus important, les petits feuilletés. Hop, voilà. Ça fait un petit avant-goût de fête. Merci, c'est la fête déjà. Oui, oui, oui. C'est bien. Là, c'est l'image du père et de la fille au pied de leur avion de chasse. Ça devait être toi un Mirage 2000, hein, d'Orange. Oui, bien sûr. Et puis moi, c'était sur Alpha Jet quand j'ai reçu mon brevet de pilote de chasse. Il y a combien d'années de différence entre les deux photos? Pas loin de 20 ans. Ouais. À peu près 18 ans. Ça devait être en 85, cette photo. 2003, moi. Je savais pas, maman, que tu avais fait un cadre avec les deux photos ensemble. Faut en faire plus ou pas qu'un garçon? Pas du tout, mais c'est une formation qui est très difficile, qui est exigeante. On est peut-être un peu plus regardé, en tout cas à l'époque. Et du coup, moi, j'ai considéré qu'il a fallu que je fasse mes preuves comme mes collègues sur une formation difficile, exigeante et qui laisse pas beaucoup de place à l'échec. Ce que je sais, ce que j'ai découvert à travers Anne-Laure, c'est que leur manière justement de commander, parce qu'il faut commander aussi, il faut être un chef, est légèrement différente. On n'en avait jamais parlé de ça. On te disait maman. Oui, c'est vrai. En escadron de chasse, ce qui est quand même particulier. Et voilà. On C'était un maman. surnom, hein, maman. Ouais. Mais voilà, je crois qu'elles ont une manière de voir un peu et d'agir un peu différente, mais le résultat est le même et le mérite en tout cas est le même aussi. Alors, le coin des carnets de vol, ça doit commencer par lieutenant Michel. Mais le premier, tu l'avais couvert, hein, je vois. Ah oui, c'est le premier. Ouais. Lieutenant Michel Jacques. Quand j'étais petite, je venais dans le bureau, quand vous n'étiez pas là, et je regardais les carnets de vol. Je crois que j'y comprenais pas grand-chose, mais ça me fascinait. C'est une œuvre d'art, un carnet de vol, en fait. La petite Anne-Laure, ça la faisait rêver? Oui, alors je sais plus exactement ce que je me disais, mais maintenant, quand je remets toutes les pièces du puzzle les unes après les autres, je me dis que ça a dû faire quelque chose, quand même. Ah, c'est celle-là? Non,
Oui, c'était celle-ci. Tu te rappelles dans ton cahier de texte? Ah bah oui. Moi, je me rappelle quand j'étais élève pilote. Vous saviez qu'elle allait regarder les carnets du papa ou pas? Pas du tout. Non. Elle faisait ça en cachette, ça, c'est sûr. Mais en fait, j'imagine qu'elle essayait de savoir ce qu'il faisait pendant qu'il était parti. Parce qu'il lui manquait probablement. Et rentrée de mission, est-ce que ça vous manque? Il y a un temps pour tout. Moi, mon temps maintenant, c'est d'accueillir l'unité qui revient d'une opération, d'une belle opération avec l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Ils ont réalisé une très bonne mission parce que j'ai eu des excellents échos de ce qu'ils ont fait là-bas. Donc je suis émue pour eux et puis pour leurs familles qui les attendent aussi. Je vous vois sourire quand même. Un beau toucher, mais déjà quand je vois un avion, moi je souris. Un avion aux couleurs de la France et de l'armée de l'air et de l'espace française, je souris encore plus. Et quand je sais qu'il y a mes équipes dedans, bon bah c'est l'apothéose. Voilà. C'est la coupure moteur qui soulage, celle-là. Ça y est, on est arrivé à la maison, il ne peut plus rien se passer. La colonelle est rassurée? La colonelle est rassurée. Mais je pense que eux aussi. Bonsoir et puis bienvenue surtout. Merci. Bon, ça fait plaisir de vous revoir. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Toute l'équipe maintenant, ça y est, toute l'équipe est de retour là. Hein. C'est ça. Ouais. Bonjour. Bonsoir. Si tu veux, C'est émouvant, je me mets à leur place et comme je disais, ça me rappelle des souvenirs hein, où les mêmes moments arrivent. Et les enfants, les conjoints qui retrouvent leur conjoint parti, je sais que c'est un super moment. Et puis après, il y a une réadaptation aussi. Parce qu'on est habitué à avoir vécu en opération dans un rythme hyper soutenu mais hyper opérationnel, qu'il faut revenir au rythme de la famille et de la maison. Donc tout le monde va se réadapter aussi. Hein. Ouais. Voilà pour notre portrait du jour. Clap de fin sur 13h15, avant notre rendez-vous demain à la même heure pour notre grand format du dimanche. On se retrouve ce soir à 20h pour toute l'actualité. Tout de suite, c'est Marie Drucker et au bout de l'enquête. Bel après-midi.